Ouais, merci, bonsoir à tous. Donc moi je suis Fabien Taïeb, je suis médecin interniste infectiologue. Je travaille au centre de recherche translationnelle et personnellement j'ai été confronté à la problématique des envenimations par morsure de serpent quand je travaillais dans l'extrême nord Cameroun. Et avec Jean-Philippe qui va se présenter juste après, on voulait vous faire une brève présentation des envenimations par morsure de serpent qui va se décliner en quatre axes, un peu d'épidémiologie, de la symptomatologie clinique, les stratégies de prise en charge actuelles, et puis Jean-Philippe va vous présenter une sélection de ce qu'on a pu identifier comme besoins et perspectives en matière de recherche. Donc sur les envenimations, les caractéristiques de maladies négligées, c'est des maladies qui sont un événement rare dans les pays industrialisés, des maladies de la ruralité, de la pauvreté. Souvent, et notamment en Afrique, il y a une association avec une fatalité, une punition, un sort, ce qui explique que une bonne partie des malades viennent en premier recours vers le tradipraticien et non vers les centres capables et habilités à administrer un sérum antivenimeux. C'est une prise en charge qui est mal définie et qui est coûteuse, ce qui fait que donc il n'y a pas de présentation systématique dans les centres de santé. Il n'y a pas de notification, pas de recueil de données à la source, qui fait une sous-estimation de l'incidence et de la gravité. Dans les pays à ressources limitées, c'est la population atteinte, c'est souvent une population rurale au cours des travaux agricoles, donc des hommes jeunes en tant que maladie professionnelle. Dans les pays industrialisés, c'est une population plus générale au cours des activités récréatives ou en cas de morsure accidentelle chez les personnes, et il y en a de plus en plus, qui détiennent ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Sur le plan mondial, les envenimations représentent plus de 2,1 millions d'envenimations annuelles, avec environ 150 000 décès par an, ce qui est un poids équivalent à la rougeole ou à la méningite à méningo. Les principales zones atteintes, c'est Amérique du Sud, Afrique subsaharienne et Asie. La symptomatologie clinique, donc, elle est dépendante de chaque serpent et du contenu des venins. On distingue en gros quatre grands cadres: de l'inflammation avec de l'œdème, une douleur, souvent une fièvre et une hyperleucocytose, de l'hématotoxicité avec des troubles de la coagulation qui sont très généralement hémorragiques. Il y a quelques serpents, notamment en Martinique ou en Guyane, qui peuvent donner des thromboses, mais très largement, majoritairement, c'est des hémorragies ou des lésions vasculaires directes qui peuvent entraîner des chocs, soit par syndrome inflammatoire, soit par syndrome de réaction inflammatoire systémique, soit des chocs hypovolémiques en lien avec des hémorragies. Il y a de la neurotoxicité avec des paralysies ou des lésions directes des nerfs et des muscles, et de la cytotoxicité avec une destruction tissulaire. Des complications systémiques peuvent apparaître, soit directes, soit indirectes. Il y a un syndrome inflammatoire pour la très large majorité des patients dû à des phospholipases A2, des métalloprotéases ou des hyaluronidases contenues dans les venins. Et en fait, la cascade inflammatoire va s'autonomiser et devenir indépendante de la présence des enzymes et des toxines. Ce qui se traduit comme ça, par exemple, ici c'est une morsure en haut à droite, une morsure de Cerastes, qui est un vipéridé qui est assez commun en Afrique du Nord. C'est une femme enceinte donc, qui s'est fait mordre à la face. Il y a un tout petit peu de cytotoxicité, mais surtout de l'œdème qui a fait une compression des voies aériennes supérieures nécessitant une trachéotomie. En bas à gauche, donc une morsure au pied avec un œdème majeur du membre inférieur droit, et à côté, donc une morsure à la main avec un œdème important de la main et de l'avant-bras. Sur le plan de la coagulation, donc majoritairement les substances sont procoagulantes
et quelques-unes sont anticoagulantes directes comme les anti-intégrines sur l'agrégation plaquettaire, mais cliniquement ça va se traduire par des hémorragies par consommation ou par fibrinolyse. Ce qui donne ça cliniquement. Vous voyez ici là, les deux premières là, sont du cérastès, et vous voyez les gingivorragies provoquées par saignement spontané. Ici, Chisotilatus, c'est un serpent qu'on retrouve en Afrique subsaharienne. Là, ce jeune homme a eu une hémorragie méningée. Vous voyez son SCR en bas à H0 et après administration de sérum antivenimeux. Du point de vue de la neurotoxicité, donc il y a des toxines qui peuvent être soit inhibitrices, soit facilitatrices. Donc en rouge, les inhibitrices et donnant des paralysies, soit par atteinte pré- ou post-synaptique, et en vert, les facilitatrices donnant des spasmes et des contractions musculaires. Et donc là, c'est une morsure de Bongard, donc un nez lapidé. Vous voyez qu'il y a très peu de signes locaux et qu'il y a des troubles sensoriels et des troubles centraux. Vous voyez cette dame qui a un ptosis, donc un affaissement des paupières. Ici, c'est une morsure de mamba vert, où vous voyez, en plus de l'atteinte de la paralysie, il y a un syndrome muscarinique où on voit l'hypersalivation et l'hypersudation. La cytotoxicité, ça c'est l'hyperidée, donc bitis. Vous voyez, c'est des délabrements assez importants. Donc en haut, elle est quand même surinfectée. Vous voyez, ça donne des impotences fonctionnelles qui sont majeures. Donc au-delà de la mortalité, il y a une morbidité importante et des séquelles fonctionnelles importantes, avec une population qui est une population active d'hommes jeunes. Et là, c'est pour vous montrer que la nécrose tissulaire, le délabrement, on ne le voit pas forcément immédiatement. Et donc, vous voyez la photo après débridement chirurgical. Donc, la stratégie de prise en charge, elle a deux axes, le traitement spécifique, l'antivenin, et le traitement symptomatique, qui est, on y reviendra un petit peu derrière avec Jean-Philippe, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le traitement antivenimeux, il doit être administré le plus tôt possible. Le délai entre la morsure et l'administration d'un sérum antivenimeux efficace est un facteur de risque indépendant de mortalité. Il doit couvrir l'espèce incriminée. Donc pour ça, le plus simple, c'est d'avoir des sérums polyvalents, mais on peut avoir la nécessité d'identifier le serpent. On peut céder des considérations géographiques et surtout du tableau clinique du malade en fonction de la présence ou non de signes de neurotoxicité, l'importance de la cytotoxicité ou la présence d'hématotoxicité. Il doit être abordable et disponible, donc le coût du sérum, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et au mieux s'abstenir de chaînes de froid. Donc il y a des sérums qui sont lyophilisés. Je dis, c'est une maladie de la ruralité. Donc il faut que ça puisse être disponible à des niveaux relativement faibles de la pyramide du système de santé. Ils doivent être faciles à administrer. Pour le moment, les sérums antivenimeux s'administrent par voie intraveineuse. Ils doivent être efficaces localement et sur le plan systémique, et bien tolérés. Les effets indésirables les plus courants à court terme, donc c'est l'apparition de fièvre ou de manifestations allergiques de type jusqu'au choc anaphylactique, et à moyen terme, c'est les maladies de type sérique. Ça dépend aussi beaucoup de la façon dont les sérums ont été purifiés. Sur le plan symptomatique, on va y revenir après, c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'on a neutralisé, on a permis d'éliminer le venin, il y a toute une cascade, notamment inflammatoire ou sur l'hématotoxicité qui est en cours et qui va être indépendante de la présence, de la persistance de la présence de toxines. Et donc il va falloir lutter contre l'inflammation, on y reviendra. Les conséquences de l'œdème avec les compressions des voies aériennes supérieures, par exemple, comme on a vu chez cette jeune femme, ou des compressions vasculaires ou nerveuses. On verra qu'elles sont relativement rares, même si cliniquement ça ressemble beaucoup à un syndrome de Loge.
Les troubles de la coagulation sont par consommation, donc il faut pouvoir avoir accès à du plasma viraux inactivé ou à des transfusions de culoglobulaires en cas de syndrome hémorragique majeur. Dans le cadre des paralysies musculaires, et notamment quand elles atteignent les muscles respiratoires, il faut protéger les voies aériennes supérieures et éventuellement intuber et ventiler le patient le temps que le sérum antivenimeux n'agisse. Et dans le cadre de la cytotoxicité, c'est très majoritairement le traitement médical, car le traitement chirurgical est extrêmement délabrant. Donc l'OMS s'est récemment engagée dans la lutte contre les envenimations par morsure de serpent. Elles ont été ajoutées à la liste des maladies tropicales négligées. Et donc l'OMS prône le renforcement de la prise en charge thérapeutique du patient, l'amélioration de la disponibilité d'antivenins efficaces. Et donc à Pasteur, on mène un projet qui s'appelle ESA pour évaluer la tolérance et l'efficacité d'une sérothérapie antivenimeuse au Cameroun, là, à l'heure actuelle. Et il y a un autre projet qui s'appelle Venomatics, qui a lieu, qui engage des équipes pasteuriennes parisiennes, mais aussi des instituts Pasteur du Maroc, de Tunisie, d'Iran et d'Algérie pour aider au développement de nouvelles thérapies antivenimeuses à base de nanobody. Et Pierre Lafaille, qui coordonne l'étude ici sur Paris, est présent dans la salle. Il faut réduire la morbimortalité liée aux morsures. Et là, aujourd'hui, dans 10 minutes, c'est ça, à 18h, l'OMS va lancer sa stratégie de prévention et de prise en charge des envenimations par morsure de serpent, où elle demande d'impliquer et de motiver les communautés à risque, d'assurer l'innocuité et l'efficacité des traitements, renforcer les systèmes de santé, augmenter les partenariats et la coordination et les ressources. Donc un engagement récent mais important de grands acteurs comme l'OMS ou le Wellcome Trust. À toi. Bien, donc je me présente, Jean-Philippe Chipot, je suis médecin également de formation et je travaille sur les serpents et les envenimations depuis 1972, notamment en fondant le serpentarium de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, où je me trouvais à l'époque, et qui est un serpentarium qui existe toujours et qui a toujours des serpents venimeux qu'il prélève. Et le venin est utilisé soit pour la recherche, soit pour fabriquer des antivenins. Donc, on vient de vous décrire les envenimations en général et la prise en charge de ces envenimations avec évidemment les antivenins qui constituent l'outil essentiel. Néanmoins, ces antivenins, comme tout médicament, comme tout produit de santé, ces antivenins ont des limites. Et souvent, nous tombons sur des équipes médicales qui nous disent « mais on a fait l'antivenin et il est mort ». C'est pas un miracle, enfin le produit n'est pas un produit miraculeux. Il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut agir, et en particulier, Fabien vient de le dire, l'accessibilité, l'espèce. Il y a un problème de délai du traitement. Beaucoup de patients en Afrique arrivent 24, 48, 72 heures après la morsure. Donc évidemment, l'antivenin a moins de chances de fonctionner. La voie d'administration, il faut savoir que par voie intramusculaire, l'efficacité baisse de 50%, de moitié, et par voie sous-cutanée, des 3/4. Donc évidemment, il faut maintenir cette voie veineuse. Et puis, il y a des mauvaises utilisations, et en particulier un dosage insuffisant. Vous avez sur l'histogramme, on peut voir que les deux éléments principaux, ce sont d'abord les espèces. Vous voyez que la létalité est beaucoup plus forte avec Crotalus et Lachesis qu'avec Botrops en Amérique du Sud. Et d'autre part, le délai entre la morsure et le traitement, on voit qu'au-delà de 6-12 heures, la létalité est beaucoup plus forte. Alors il y a un autre aspect sur lequel il faut insister, c'est l'erreur que l'on commet souvent à surdoser. On voit ici l'expérience indienne. Vous avez sur le tableau de gauche une expérience, une comparaison entre ce qu'ils appellent des doses faibles,
c'est-à-dire 15 ampoules de sérum antivenimeux contre des doses fortes, c'est-à-dire 60 ampoules de sérum antivenimeux, sans aucun bénéfice. Alors l'étude n'est pas excellente par ailleurs, mais ce que l'on peut voir, c'est que même avec des doses qui vont jusqu'à 160 ampoules de sérum antivenimeux, ce qui est absolument faramineux, on arrive quand même à une létalité de l'ordre de 3%. Et donc on voit sur la courbe de droite qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes de traitement. Donc ça n'est pas un problème de dose. Ce n'est pas la peine de faire 100, 150, 200, voire plus ampoules de sérum antivenimeux. Si ça ne marche pas au-delà de 10, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Et on voit dans un autre papier, également en Inde, que couramment, ils ont la moyenne des traitements est de 51 ampoules, avec un écart entre 5 et 190 pour les élapidés, c'est-à-dire les cobras et les bongars qui sont neurotoxiques, et 1 à 130 ampoules pour les vipéridés, ce qui est inacceptable en termes, ne serait-ce qu'en termes économiques, sachant qu'une ampoule représente 1 ou 2 mois de revenus d'une famille. Donc vous imaginez 160 ampoules. Alors l'antivenin, il a un rôle très précis. Il s'agit pour l'antivenin sert à éliminer le venin de l'organisme. Il le fait extrêmement rapidement lorsqu'il est administré suffisamment tôt et à dose suffisante. Vous avez ici une courbe, je ne sais pas si on voit, oui, la flèche. Donc en rouge, vous avez la veninémie. Ça, ce sont des travaux qui ont été initiés d'ailleurs à Pasteur par l'équipe de Cassiambon. Là, Cassiambon travaillait sur un modèle animal, sur le lapin, mais nous avons confirmé ces résultats sur le patient en Afrique. Et vous avez en rouge donc la concentration de venin dans le sang, et en bleu, la concentration d'antivenin dans le sang. Et on voit bien qu'à partir du moment où vous avez dans le compartiment vasculaire suffisamment d'antivenin, eh bien vous éliminez de l'organisme, d'abord du compartiment vasculaire, mais ensuite de l'ensemble de l'organisme, par effet de vase communicant, si vous voulez. Tout le venin va venir dans le compartiment vasculaire et va être éliminé par l'antivenin. On a donc un effet de l'antivenin qui est durable et qui est définitif. On élimine complètement le venin de l'organisme. Malgré tout, il y a des échecs, et en particulier lorsque l'on administre l'antivenin trop tard ou lorsque les complications se sont déjà installées de façon importante. Et on va en voir 3 exemples avec la neurotoxicité, les nécroses et les hémorragies. Juste un petit rappel, ce sont également des travaux qui ont été faits à l'Institut Pasteur, ici, dans cette maison, et qui montrent que la toxicocinétique du venin de Vipera aspi, mais c'est valable pour à peu près tous les venins de vipéridés et même des lapidés, ça a été démontré par la suite par d'autres équipes. La cinétique est la même, quelle que soit la dose de venin, administrée par voie intramusculaire, c'est-à-dire une voie qui est assez proche de celle que le serpent utilise pour délivrer son venin. Et vous voyez que la demi-vie du venin est de 32 heures, quelle que soit la dose, c'est assez général. 32 heures, ça représente une journée et demie à peu près. Et donc ça veut dire qu'au-delà de 5-6 jours, il n'y a plus de venin dans l'organisme. 7 jours maximum, il n'y a plus de venin dans l'organisme. Et donc si vous avez des troubles qui continuent, qui persistent au-delà de 6 jours, ils ne sont plus dus au venin directement, même si c'est le venin qui a initié le processus, mais ils sont dus aux complications, et c'est donc sur ces complications qu'il va falloir agir. Ménez avait décrit, Ménez c'est le commissariat à l'énergie atomique de Saclay, c'était une étude qu'il avait menée dans les années 80. Il avait montré, à partir du squelette, il avait fait des anticorps monoclonaux dirigés contre les neurotoxines des lapidés, ces fameuses neurotoxines qui ont servi à Jean-Pierre Changeux à décrire le récepteur cholinergique, je vais y revenir tout à l'heure, mais ces fameuses toxines dites à 3 doigts, puisqu'elles ont 3 boucles, ont un site toxique qui est très proche, qui ressemble beaucoup à la D-tubocurarine, donc c'est bien une toxine curarisante, et un certain nombre de sites d'acides aminés étaient décrits comme essentiels pour la toxicité. Il a donc fait 2 types d'anticorps monoclonaux,
un qu'il a appelé protecteur et le second curatif. C'est-à-dire que les anticorps monoclonaux protecteurs permettaient de coiffer en quelque sorte la partie toxique de la neurotoxine et donc l'empêchaient de se fixer sur le neurorécepteur. Les anticorps curatifs, eux, se fixent, ils sont en rouge ici, les anticorps curatifs se fixent sur la partie opposée de la neurotoxine, la partie qui, elle, ne joue aucun rôle dans la fixation sur le neurorécepteur, et donc, par conséquent, sont capables d'arracher du récepteur les neurotoxines qui y sont déjà fixées. En d'autres termes, ces premières neurotoxines dites protectrices, ces premiers anticorps dits protecteurs doivent être appliqués très précocement avant que la neurotoxine ne soit fixée sur les récepteurs. Parce qu'une fois que ces neurotoxines sont fixées sur les récepteurs, ces acides aminés ne sont plus apparents, ne sont plus détectés par les anticorps, et donc par conséquent, les anticorps ne sont pas efficaces. Une neurotoxine se fixe sur les neurorécepteurs en 30 minutes à 30 à 90 minutes. Donc ça va très vite. Et par ailleurs, lorsque ces neurotoxines sont déjà fixées sur leurs récepteurs, les autres anticorps dits curatifs peuvent alors agir. Sauf que les anticorps sont fabriqués par des chevaux, et que c'est les chevaux qui décident quel type d'anticorps ils vont fabriquer. Donc vous ne savez pas ce que vous avez dans votre flacon d'antivenin. Le deuxième exemple, c'est le syndrome d'Éloge auquel Fabien a fait allusion tout à l'heure. Lorsque vous avez une compression des tissus qui est due à l'édème, et on sait que dans certains cas de morsure de serpent, les édèmes sont particulièrement importants, particulièrement étendus, cette compression risque d'empêcher la circulation sanguine en aval de cet édème et donc de provoquer une gangrène. La prévention de cette gangrène, c'est classiquement l'aponévrotomie, c'est-à-dire que l'on ouvre assez largement au niveau de l'édème de façon à libérer cette pression, cette compression et à permettre au sang de circuler. Vous comprenez bien que chez un patient qui est hémorragique, et surtout en Afrique ou en Asie, c'est une chirurgie qui est à très haut risque. Et en plus, elle est délabrante. Quand vous voyez les cicatrices, ça c'est fait en Europe, mais vous avez quand même une cicatrisation complexe qui fait qu'on essaye d'éviter autant que possible de mener ce type de chirurgie. Et en fait, on s'aperçoit que la compression est généralement superficielle, et donc ça n'est pas la clinique qui doit guider la chirurgie, mais un certain nombre d'autres arguments qui sont essentiellement les mesures de pression intracompartimentale avec un appareil que vous avez ici et qui n'est pas très compliqué, qui n'est pas très cher, et qui permet de vérifier qu'au sein de l'édème, au sein de la loge musculaire, il y a une pression inférieure à la pression diastolique, ce qui permet donc au sang de circuler. Même s'il ne circule pas aussi bien que d'habitude, il circule quand même. Un autre élément intéressant, c'est l'échographie, où vous pouvez également utiliser le Doppler, ou même l'artériographie, ça peut se faire dans certains hôpitaux, pas en Afrique, mais en Europe. L'échographie, par contre, que l'on peut trouver en Afrique assez facilement, vous avez ici, l'écart, ici c'est les mesures qui sont faites sur le membre sain, c'est-à-dire le membre non mordu, et là vous avez les mesures qui sont faites sur le membre mordu. Et vous voyez que dans la loge profonde, l'écart de compression est le même dans les deux membres, c'est-à-dire que la compression à l'intérieur de la loge musculaire n'est pas plus forte dans le membre mordu que dans le membre sain, alors qu'en sous-cutané, il y a une différence qui est très importante et qui explique cette apparence de l'édème. Et si vous faites un coefficient entre le membre sain et le membre mordu, vous apercevez que c'est essentiellement la loge sous-cutanée qui montre cet écart et non pas la loge intramusculaire. Ici, vous avez la loge intramusculaire. Vous voyez que l'écart entre le membre sain et le membre mordu est très faible, sauf dans un cas qui, effectivement, pourrait relever d'une aponévrotomie si la mesure des pressions intracompartimentales la rendait nécessaire. Néanmoins, il y a
dans un certain nombre de cas, même en l'absence d'une compression, d'une pression intramusculaire élevée, il y a des nécroses. Et ces nécroses sont aujourd'hui expliquées, c'est du moins encore une hypothèse, mais sont expliquées par la formation de pièges extracellulaires de neutrophiles. C'est une notion qui est relativement récente et qui est un mécanisme de défense inné qui permet à l'organisme de se défendre contre un certain nombre d'agressions et qui va développer un réseau de neutrophiles, lequel réseau va se mettre dans une forme, va créer un filet, et ce filet va mettre à l'écart la zone mordue pour empêcher une extension de l'envenimation, mais aux dépens du membre qui lui, n'aura plus de vascularisation. Ce phénomène a été confirmé à plusieurs reprises, et en particulier, vous avez ici, on sait maintenant que cette stabilité de ce phénomène de neutrophile est essentiellement liée à une perte de l'activité de la DNase. Et si l'on a, chez un témoin, chez des souris, on met en place... Donc on leur inocule du venin d'Echis carinatus, qui est une vipère asiatique. On a une nécrose de la queue avec perte d'un fragment de la queue. Et si on traite ces mêmes souris, enfin des souris dans un autre groupe, si on les traite avec de la DNase, on s'aperçoit qu'il y a une récupération de la queue. Et donc on pourrait imaginer que cela pourrait constituer un traitement intéressant. Dernier point, ce sont les hémorragies. Nous avons de très nombreux cas avec des persistances de saignements qui peuvent durer jusqu'à 12-15 jours après la morsure, malgré l'antivenin. Et cela, évidemment, vous avez ici un jeune garçon qui arrive à l'hôpital avec une anémie de moins de 3 grammes et qui donc meurt peu de temps après de son anémie, avec 2 grandes hypothèses aujourd'hui qu'il nous faut encore explorer. La première, c'est que le venin pourrait provoquer une fibrinolyse, c'est-à-dire que même si on arrive à arrêter le processus de coagulation que décrivait tout à l'heure Fabien, eh bien, il y a dans le venin une substance qui détruit le caillot au fur et à mesure qu'il se forme, et donc nous continuons à avoir un syndrome hémorragique. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, mais elles ne sont pas exclusives, bien entendu. Deuxième hypothèse, c'est que la régénération des facteurs de coagulation est d'autant plus long, il est long d'une façon générale, mais il est d'autant plus long qu'on a affaire à des patients qui sont en assez mauvais état, avec des foies qui ne sont pas toujours dans un très très bon état non plus. Et donc, par conséquent, on a un syndrome hémorragique qui se maintient. Pour conclure, là j'ai juste aborder la question du traitement des envenimations et des problèmes que nous nous posons aujourd'hui, qui nécessitent un certain nombre de recherches à la fois fondamentales sur l'animal, mais aussi chez l'homme, des recherches cliniques. 2 points sur lesquels je voulais conclure. C'est d'abord l'utilisation des venins en recherche thérapeutique. J'ai cité tout à l'heure, il y a un certain nombre de recherches. La structure de l'ADN a été en partie découverte grâce aux enzymes de restriction que l'on trouvait dans les venins de serpents, notamment de cobra. J'ai cité tout à l'heure Changeux, qui est quand même qui est de la maison, bien sûr, et qui a fait quand même des découvertes extrêmement intéressantes sur la structure des récepteurs cholinergiques, et il l'a fait avec du venin de Naja nigricolis, de cracheur, tout simplement. C'est simple à raconter, c'est peut-être un peu plus compliqué à faire, mais il a mélangé, donc il a marqué du venin, des neurotoxines. Il a isolé d'abord les neurotoxines du venin de Naja, ensuite il les a marquées, ensuite il les a mélangées avec des plaques de torpille, avec des muscles de torpille qui sont très riches en récepteurs acétylcholine, en récepteurs cholinergiques. Il a broyé tout ça, et ensuite il a récupéré tout ce qui était marqué et auquel, donc les neurotoxines marquées, auxquelles étaient accrochés les récepteurs. Il les a ensuite dissociés, et c'est comme ça qu'il a pu décrire ces neurorécepteurs. On l'utilise évidemment pour la coagulation, et il y a un certain nombre de médicaments qui ont pu être
découverts et utilisés, notamment comme thrombolytiques, des cols biologiques. On arrive maintenant effectivement dans beaucoup d'interventions chirurgicales, notamment en ophtalmologie, mais également pour les greffes d'organes. On utilise des cols biologiques. Il faut savoir que les venins de serpent constituent d'excellentes cols biologiques, très utilisés, notamment actuellement au Brésil, y compris d'ailleurs dans des interventions neurologiques pour remettre pour recoller, si je puis dire, des nerfs qui ont été arrachés ou coupés. C'est également utilisé comme anticancéreux. On utilise l'action cytolytique de certaines toxines ou de certaines enzymes, mais également on utilise pour ce que les... J'ai un trou, désolé. Contre les métastases, on utilise des anti-agrégants plaquettaires qui sont également anti-agrégants pour tout autre type de cellules et qui empêchent les métastases d'aller se fixer sur d'autres organes. Les désintégrines, pardon, autant pour moi. Le captopril, qui est très utilisé, qui est moins utilisé maintenant, mais des produits qui sont dérivés du captopril, comme l'énalapril par exemple, viennent des venins de serpent. L'agrastat, qui est utilisé en urgence dans les cas d'infarctus du myocarde. Voilà, vous avez un certain nombre des anticoagulants comme la reptilase. La reptilase n'est plus vendue, mais il y a d'autres produits qui l'ont remplacée. Et donc vous avez un certain nombre de produits, de médicaments qui sont actuellement commercialisés et qui servent en clinique courante. Je vous remercie.